Bonjour monsieur. Bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui dans le cadre d'une chaîne YouTube appelée Les Noirs. Pouvez-vous vous présenter succinctement? Je suis Daniel Alain, psychologue social, enseignant-chercheur et coordonnateur du cabinet d'Epache Éducation. Alors, nous vous avons appelé pour que vous nous parliez d'un ensemble de choses. Sur la chaîne, on va faire un peu de psychologie. On va commencer par les croyances et la formation d'impression. Déjà, qu'est-ce que c'est? Commençons par dire qu'une impression est une idée que nous nous faisons d'une personne ou d'une situation ou alors d'une chose à partir de nos connaissances, de nos souvenirs ou alors des caractéristiques que nous avons déjà perçues antérieurement chez d'autres personnes ou chez cette situation-là. Tandis que la formation d'impression, quant à elle, c'est cette opération cognitive qui permet à un individu de se faire une impression globale des aptitudes, des capacités ou alors de la personnalité d'une personne ou d'une chose ou alors d'une situation. Pour ce qui est de la croyance, pourrons dire qu'une croyance est une opération intellectuelle ou cette attitude cognitive qu'ont des individus de penser ou de croire que les énoncés qu'ils ont sont des énoncés qui sont vrais sans qu'il y ait nécessairement une démonstration objective de cette chose. Comment se forment les croyances? Disons que les croyances se forment à partir des expériences que nous avons au cours de notre cheminement et des interactions que nous établissons avec les autres. Cela obéit au principe de l'influence sociale. Très intéressant. Et comment se forment les impressions? Disons d'entrée de jeu que les impressions sont corrélées à deux principaux éléments. Le premier fait référence aux caractéristiques qui sont propres à l'individu. On peut avoir par exemple son attitude ou alors son apparence physique ou son comportement. Et le deuxième élément, c'est le groupe d'appartenance. Le groupe dans lequel nous appartenons va susciter chez nous un certain type d'impression. Et maintenant, la formation d'impression en elle-même s'effectue à travers trois mécanismes. Nous avons la perception d'abord, ça peut être une personne ou une situation, ou une chose, ou un événement. On va d'abord la percevoir, on va attribuer l'élément de cette perception à autre chose et on va l'intégrer comme étant une information. Désormais, on parle là de formation des impressions. Alors, si nous avons bien compris tout à l'heure, cela veut dire que les croyances font partie de la culture. Exactement, les croyances font partie de la culture. Nous avons dit la culture, c'est un ensemble de us et de coutumes qui sont partagés par un groupe d'individus et qui se transmet de génération en génération. Donc, ce n'est pas forcément la vérité, mais une vérité construite par répétition. Oui, les croyances ne sont forcément pas des vérités, mais elles sont construites et véhiculées au sein d'un groupe. Pouvez-vous nous expliquer le procédé de formation de ces croyances-là? Donc, les éléments à partir desquels on se forme des croyances peuvent être, entre autres, la communication non verbale, la familiarité, l'apparence physique ou alors le comportement d'un autrui. Ce sont des éléments à partir desquels nous fabriquons des croyances. Prenons un exemple précis. Si vous avez l'habitude de voir des personnes lors des cérémonies de deuil habillées en noir, vous verrez que désormais vous prendrez pour noir ou la couleur noire corrélée à la cérémonie de deuil. Ou alors, s'il vous arrive de rencontrer des personnes dans la rue qui marchent et qui parlent seules, automatiquement vous induisez ce comportement à de la folie. On parle là de la formation des impressions. Ok. Alors, est-ce qu'une culture étrangère à une société, même intégrée aux normes sociales de celle-ci, peut permettre l'évolution de cette société? Oui, nous avons dit précédemment qu'une croyance est une opération intellectuelle qui consiste à prendre pour vrai quelque chose sans qu'il y ait nécessairement une démonstration objective. Les croyances ont ceci de particulier qu'elles orientent nos pensées et nos actions. Donc, si une société pense qu'il est une bonne chose, par exemple d'adopter un style vestimentaire venant d'ailleurs, ou une pratique qui ne nous est pas propre, prenons le cas de l'homosexualité, si une communauté pense que cette pratique est intéressante pour elle, elle va l'adopter et on va donc passer à une mutation de comportement et de croyances. Les impressions sont-elles aussi culturelles? Oui, elles sont. Comment se détache-t-on d'une croyance?
On peut se détacher d'une croyance en faisant recours à un esprit critique. Nous avons dit que la croyance n'est pas nécessairement vraie. Donc, concevoir ou construire cette attitude de vérification empirique est la solution qui puisse nous éviter d'avoir recours à ce que nous appelons des heuristiques de jugement et par conséquent de se limiter à une simple impression. Et c'est quoi une heuristique au juste? Les heuristiques sont des raisonnements qui se font à l'absence de toute vérification empirique. Est-ce qu'il est possible de ne pas les utiliser lorsqu'on veut se former une croyance ou une impression? Il est assez difficile de ne pas faire recours aux heuristiques. Il faut déjà savoir que l'être humain est un avare cognitif et il ne lui est pas possible de traiter toutes les informations qui parviennent à son esprit. Cela conduirait à ce qu'on appelle un épuisement cognitif. Il est très souvent, et ce de manière inconsciente, appelé à recourir à des heuristiques de jugement. Alors, comment est-ce qu'on peut employer les heuristiques positivement? Tout simplement en entraînant son cerveau à fabriquer des raccourcis qui pourront nous aider plus tard à les exploiter le plus rapidement possible. Je l'ai dit, il faut savoir que les heuristiques ont ceci de particulier qu'elles nous permettent de faciliter le traitement de l'information. Alors, on va revenir sur une question précédente, enfin sur la réponse. Vous avez dit qu'il était possible pour une culture, une société d'adopter les pratiques d'une autre culture et ceci permettant la mutation de cette culture-là. Mais nous ne sommes pas dans le cadre d'une mutation, mais plutôt dans le cadre d'une évolution. Est-ce qu'il est forcément possible, est-ce qu'il est possible d'adopter une culture étrangère et que cette culture permette une amélioration d'une autre? En principe, non. Mais il est possible d'extraire des éléments dans une autre culture qui sont susceptibles d'améliorer notre propre culture. Mais importer directement une autre culture dans la nôtre aura forcément des effets plutôt contraires. Donc on peut exploiter des éléments dans une culture et l'adapter dans sa propre culture, ce qui permet de l'améliorer. Parlons un peu des déterminants de l'attraction interpersonnelle. Qu'est-ce que c'est? Les déterminants de l'attraction personnelle font référence aux éléments à travers lesquels on peut être attiré autant pour moi par une personne. Ah oui, ok. Pouvez-vous nous citer les différents types de déterminants les plus communs? Bon, quelques-uns des éléments qui permettent, qu'on peut classer dans les déterminants de l'attraction personnelle sont entre autres la proximité, la quantité de contacts, la similarité avec autrui ou la beauté physique. Okay. Détaillons un peu tout ça. Expliquez-nous comment ça fonctionne, chaque déterminant que vous avez cité. Donc, nous avons dit tout à l'heure que l'attraction interpersonnelle, c'est l'élément qui nous pousse à s'affilier à une autre personne. Donc, si nous prenons le cas de la beauté physique, seulement par la beauté physique d'une personne, vous pouvez être attiré par cette personne-là, vous mettre en contact de cette personne-là. On a un autre élément qui peut être la réciprocité. Si vous remarquez chez une personne que vous avez ensemble, vous partagez ensemble un certain nombre de caractéristiques, un certain nombre d'éléments que vous êtes proches, forcément cette personne va vous attirer. Si nous prenons la quantité de contacts, par exemple, au fur et à mesure que vous entretenez des contacts avec un individu, cela va induire, même de manière inconsciente, une certaine proximité entre vous et par conséquent une certaine attirance. Habituellement, quels sont les déterminants à partir desquels vous vous faites des amis? Généralement, en ce qui me concerne, je m'appuie sur la similarité avec l'autre, la réciprocité et la beauté physique. Question un peu hors sujet, celle-ci est pour nous. Sur votre actualité, il est publié: ne refusez jamais rien qui puisse vous mettre en contact avec un homme, là s'y trouve le bonheur. Pouvez-vous nous expliquer cette conviction? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Donc, je suis de ceux qui pensent que la richesse, la véritable richesse est humaine. Il est plus intéressant d'être entouré de personnes que d'être entouré de matériel. Donc, la citation, c'était dans l'esprit de dire que tout ce que nous avons, tout ce que nous savons, tout ce que nous pouvons acquérir se fait généralement par le biais de l'être humain. Donc, l'être humain, pour moi, est la plus grande richesse. C'est vraiment beau. Maintenant, quel conseil donneriez-vous aux jeunes en général? En général, je dirais aux jeunes que la réussite se fait au bout de l'effort, au bout du travail. Et j'aime souvent dire que la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas se fait au niveau de la qualité et de la quantité de travail, tout simplement.
Et quel conseil vous donneriez-vous à 20 ans? Est-ce que si vous avez la possibilité, disons, de voyager dans le temps par miracle scénaristique, pour pouvoir vous donner un conseil à vous quand vous aviez 20 ans, qu'est-ce que ce serait? Le conseil là aurait été de bien choisir mon orientation, de bien choisir ce que je veux. Parce que lorsque nous faisons quelque chose avec de la passion, il va de soi qu'on va y réussir. Donc, s'il fallait revenir 20 ans après, je reviendrai sur mon orientation. D'accord. Bon, nous allons parler un peu d'une de vos entreprises appelée Dépêche Éducation. Vous êtes entrepreneur en chaîne et vous avez plusieurs activités. Ce qui vous occupe actuellement le plus de temps, c'est Dépêche Éducation. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Dépêche Éducation est un cabinet que nous sommes en train de mettre en place. Dépêche en lui-même signifie développement par les sciences sociales et humaines. Et à l'intérieur de ce cabinet, nous menons des activités comme la formation, la recherche, l'ingénierie des ressources humaines et l'orientation scolaire, universitaire et professionnelle, qui est l'activité phare que nous menons dans le cadre de ce cabinet. C'est d'ailleurs en cela que, à la question précédente, j'ai insisté sur la notion d'orientation. Excellent. Alors, on arrive au terme de l'interview et depuis tout à l'heure, nous on pose des questions. Est-ce que vous avez une question à nous poser? Oui, j'avais une question à vous poser. Au regard de votre équipe, vous êtes assez jeune et je voudrais savoir quelle est la motivation principale qui vous a conduit à créer une chaîne YouTube appelée Les Noirs. Bon, pour ma part, l'idée est venue durant une conversation avec mon équipier et on a commencé à faire des recherches sur différents sujets que l'on allait traiter. Au départ, ça ne s'appelait pas Les Noirs, mais Afro-Roots, racines africaines. Et en faisant les différentes recherches, on s'est rendu compte qu'en effet, on ne connaissait pratiquement rien de notre propre culture, de notre appartenance. Et par la suite, on a réalisé qu'il y avait beaucoup de chaînes YouTube appelées Afro-Roots. Il fallait donc trouver un nom qui était assez différent et qui pouvait désigner en même temps des personnes, mais aussi une philosophie. J'ai donc proposé Les Noirs et il a adopté. Bon, après une dispute quand même, il a fini par adopter. C'est intéressant. Ok, merci monsieur pour votre présence à ce rendez-vous sur notre chaîne dans le cadre de cet échange. Nous espérons que nous aurons l'occasion de vous avoir à nouveau pour parler de la spiritualité. Merci également, c'était un rendez-vous.